Bonjour, je vous propose dans ce programme, dans ce cours, une autre approche, une nouvelle approche du grand programme chartrain des vitraux. Et évidemment, pour le moment, je m'intéresse qu'aux images sur le verre. Et j'envisage dans ce cours une approche transversale, comparative des images chartraines sur verre. Donc c'est un peu différent de l'autre cours qui envisage une lecture systématique de chaque médaillon. Ici, l'objectif est de comprendre cette production iconique et surtout sa réception. Et donc de se plonger dans cet univers où la connaissance première des vitraux permet d'aller d'une verrière à l'autre, d'envisager la continuité de certains thèmes, d'envisager surtout finalement la teneur profonde du programme iconographique. Et donc, il faut se laisser guider, évidemment, d'une verrière à l'autre. Il faut surtout se remettre dans une ambiance liturgique, sans doute, puisque c'est l'essentielle fonction de la cathédrale, la liturgie présidée par l'évêque, et qui permet effectivement d'appréhender par les lectures, par la célébration, l'ensemble du mystère chrétien. Alors, j'envisagerai plusieurs chapitres, plusieurs parties. Je vais commencer par la notion de programme, appliquée à Chartres, et donc voir un peu la pertinence de cette notion, les limites, en quoi ce programme est homogène ou pas. J'envisagerai ensuite dans une deuxième partie le fonctionnement du langage visuel. C'est une spécificité de l'iconographie que de parler par image. Et donc, il y a des structures narratives iconiques et aussi des structures mentales propres à l'image. Ensuite, j'envisagerai les thématiques à l'œuvre dans tous ces vitraux par le biais des personnages. Par exemple, qu'est-ce qu'on dit du Christ, qu'est-ce qu'on dit des apôtres, qu'est-ce qu'on dit des prophètes, les rois, les évêques, les saints, les laïcs, les corporations, les anges, les diables. Voilà, donc il y a forcément un univers qui se crée avec toutes ces figures animées, chrétiennes pour une part, mais qui vont aussi intégrer des composantes, des aspects de la société. J'envisagerai ensuite les thématiques à l'œuvre par le biais donc des réalités sociales, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit sur les rites, les sacrements ecclésiaux, qu'est-ce qu'on dit sur le travail profane, sur la nature, sur la ville, sur les moments de la vie, la naissance, la mort, la maladie, le mariage, la vie familiale, l'éducation, les représentations de l'au-delà. Et puis, programme un peu ambitieux, je finirai par la réception de ces images à travers les siècles, hier et aujourd'hui, puisque la particularité de ces images est de nous mettre tout à fait dans la même position que les gens du Moyen-Âge. Hein. On voit à peu près la même chose qu'eux, mais on n'est pas à la même époque, donc on n'a pas le même cadre, les mêmes références, et il s'agit d'articuler les références anciennes, les références d'aujourd'hui, qui conditionnent notre réception, et puis on abordera peut-être aussi les problèmes de restauration, de transmission. J'ai bien conscience que c'est un programme ambitieux, mais c'est tentant, évidemment, avec cet ensemble d'images tout à fait remarquables, uniques au monde, qui permet effectivement, de par la quantité, d'observer un certain nombre de constantes, d'observer un certain nombre de règles. Alors, la première partie, donc, le premier chapitre, la question du plan. Y a-t-il un plan d'organisation de tous ces vitraux? On a dit 143 fenêtres, et certaines fenêtres sont doubles dans les parties hautes, dans la première partie du déambulatoire. Donc ça fait un grand nombre de vitraux, bien plus que 143. Il faut encore ajouter aussi les roses. Donc à peu près 1200 images. C'est un énorme dispositif qui coûte très cher. Hein. L'investissement des chanoines pour réaliser ces vitraux est énorme.
quand on relit un peu ce sujet, on se rend compte que pratiquement le coût des vitraux, c'est presque la moitié des coûts de construction. Il y a quelque chose là qui est tout à fait exorbitant, mais qui va donner évidemment à la cathédrale son aspect le plus remarquable, le plus glorieux. Et donc, je pose la question du plan parce que de nombreux chercheurs n'ont pas vu ce plan. Bon, c'est vrai qu'avec mon épouse, nous avons beaucoup, Colette, nous avons beaucoup travaillé cette question du plan, et pour nous, il s'agit vraiment d'aller du hasard au plan. Ou en tout cas, il y a certainement encore des aspects de hasard, mais il y a une nécessité, comme diraient les grands biologiste. Il y a une nécessité dans cette organisation qui ne se fait pas comme ça au petit bonheur, la chance, en fonction d'humeur ou je ne sais quoi. Alors, il faut une fois de plus se replonger dans le contexte de ce XIIe siècle, début XIIIe siècle. C'est le contexte de la deuxième scolastique. Voilà, une scolastique qui est déjà très élaborée. Et bien sûr qu'on va s'acheminer vers l'université, qui va prendre le relais des écoles cathédrales, des écoles installées auprès des évêques. Néanmoins, cette scolastique développe un esprit de logique. Et quand on relit les textes, il y a une rigueur dans les constructions, dans les démonstrations, et un sermon, un traité théologique, une étude plus de sciences expérimentales, de sciences naturelles. Tous ces travaux se font en fonction d'une logique rigoureuse. Et un sermon en particulier, pour en venir au sermon, le Pierre de Selles ne commence par un début, il développe au milieu, il termine par une conclusion. Son discours est extrêmement construit. Alors, je voudrais citer Panofsky pour commencer avec son merveilleux ouvrage Architecture gothique et pensée scolastique, qui n'est apparu en France qu'en 1970, une vingtaine d'années après son écriture. Une traduction d'ailleurs tout à fait intéressante de Pierre Bourdieu, un sociologue, un anthropologue, et qui s'est intéressé évidemment à la pensée de Panofsky, parce que Panofsky a une approche tout à fait globale de l'image. On n'en est plus, comme Émile Malle, à la lecture un peu littérale de chaque thème, même si la science d'Émile Malle est tout à fait considérable. On n'en est plus non plus simplement à l'approche stylistique, comme Faucillon a pu la développer. On est à une approche plus iconologique, l'iconographie, le style, l'iconologie, c'est-à-dire une approche globale. L'image dans son contexte, l'image en fonction des mouvements de société, en fonction des personnes, en fonction de l'histoire, bien sûr, mais aussi de la philosophie. Donc tout converge finalement dans cette image, même si l'image ne prétend pas totaliser toute la connaissance, bien sûr, mais l'image est l'expression d'une globalité complexe, évidemment complexe. Alors Panofsky nous a gâtés dans des approches extrêmement savantes et pour le moment qui ne sont pas dépassées. Alors pour le Moyen-Âge, il a consacré cet ouvrage, deux ouvrages, un sur Suger et un sur cette architecture gothique en lien avec la pensée scolastique, précisément. Le titre est très, très évocateur. Il dit, comme la summa, la somme de la scolastique classique, la cathédrale classique vise avant tout à la totalité et tend par conséquent à s'approcher autant que possible par synthèse, autant que par élimination, d'une solution parfaite et ultime. On peut donc, à propos du gothique classique, parler d'un plan ou d'un système avec plus d'assurance qu'à propos de n'importe quelle autre période. Dans son imagerie, la cathédrale classique, toujours Panofsky qui parle, la cathédrale classique cherche à incarner la totalité du savoir chrétien, théologique et historique, en mettant chaque chose à sa place et en supprimant ce qui n'a pas encore trouvé sa place. Voilà, un jugement autorisé qui dit très nettement qu'il y a effectivement un plan, un esprit de système
Il faudrait aussi faire une allusion à la rhétorique. Hein. L'apprentissage du bien parler, comme je l'ai dit tout à l'heure à propos des sermons, suppose l'art de la composition, bien ordonner ses différents arguments. Il est évident qu'un avocat peut perdre une cause s'il met ses preuves dans le mauvais sens, et s'il termine par un argument douteux, par exemple, au lieu de terminer par un argument massu, eh bien, il risque de ne pas emporter l'adhésion du jury. Voilà, donc il y a vraiment, depuis l'Antiquité, un souci de l'ordre, un souci de l'organisation rationnelle. Et il y a un parallèle évident à faire entre la rationalité de l'architecture et la rationalité de la pensée théologique ou philosophique. Il serait un peu étonnant que cette cathédrale de Chartres, comme toutes les autres cathédrales gothiques qui relèvent d'une analyse rigoureuse des forces, des poussées, des matériaux, de toute la résistance qu'on peut imaginer, il y a une somme absolument incroyable de savoir qui est le fait de la raison. Il serait étonnant que par rapport à cette architecture qui est le symbole de la rationalité, on ait un système iconographique qui serait au contraire totalement le fait du hasard. Il faut aussi citer dans ce contexte, cette prédilection, ce goût pour la pensée néoplatonicienne, en particulier un des représentants les plus éminents, le Pseudo-Denis, très connu, très commenté, ne serait-ce que par Sugère, qui évidemment se veut l'héritier de cette philosophie du Pseudo-Denis, qui met en place un système hiérarchique. Tout se tient. Tout se tient, il y a une continuité entre la terre et le ciel, comme une colonne qui s'enracine dans la terre et qui monte vers le ciel et qui va soutenir les voûtes, qui sont donc la métaphore du cosmos céleste. Eh bien, il y a une continuité entre le bas et le haut, entre le début et la fin, et chaque élément du système est à sa place. Il faudrait citer en plus du Pseudo-Denis, Maxime le Confesseur et son ouvrage fondamental de la mystagogie qui décrit justement l'organisation du monde par l'approche liturgique. Donc, effectivement, tout se déroule suivant un rituel extrêmement codifié. Alors, on a déjà beaucoup travaillé sur les sculptures. Donc, les sculptures des portails de Chartres apparaissent effectivement organisées. Et la magnifique étude de Katzen-Ellenbogen a bien montré, pour les portails ouest, mais aussi pour les portails sud et nord, on pourrait prolonger, comment toutes ces sculptures développent un programme, une exposition, on pourrait dire, comme pour reprendre un mot latin de l'époque, une exposition tout à fait cohérente du mystère chrétien. Alors là encore, on serait un peu étonné de constater que les sculptures sont bien organisées, mais que les verrières, elles, encore une fois, sont le fait du hasard. On a aussi d'autres exemples, d'autres réalisations qui nous inclinent à penser que le programme est conscient, voulu, déterminé. Il s'agit des grands ensembles iconographiques connus par ailleurs, par exemple les émaux. Il suffirait de montrer le retable de Klosterneuburg ou l'ambon de Klosterneuburg pour se rendre compte que toutes ces images sont parfaitement organisées par colonnes en série de 3, qu'elles se répondent en fonction d'un système typologique avant, après. Tout est conçu en fonction de correspondances qui précisément vont fonder la révélation chrétienne. La révélation chrétienne n'est pas un ovni qui descend du ciel, elle s'inscrit dans une histoire, elle est la résultante d'une histoire, et il s'agit de montrer combien cette histoire première engendre l'histoire seconde et comment l'histoire seconde correspond effectivement à l'histoire première qui, à ce moment-là, fonctionne un peu comme une matrice d'engendrement d'un deuxième état qui serait l'état chrétien. Alors, les peintures, bien sûr, la peinture de Brinet est tout à fait passionnante à étudier, les 3 parois qui développent un programme très, très structuré, les peintures de Saint-Savin avec le plan en boustrophédon sur la voûte, bon, tout ça relève évidemment d'une très grande science, les peintures de Vic, etc., etc. Les pavages, bon, Autrente, à Saint-Benoît-sur-Laon,
les mosaïques, les mosaïques de Sainte-Marie majeure. Bon, ça c'est évidemment la période paléochrétienne, mais on pourrait aller à Germinie-des-Prés. Et bien sûr, l'organisation des manuscrits. Et là, on a encore des belles, très très belles images. Donc, effectivement, le programme des fenêtres apparaît, c'est plus compliqué peut-être, c'est plus compliqué à appréhender, moins compact, plus linéaire, plus fragmentaire, plus fragile aussi. Il y a eu beaucoup de déplacements, il y a des pertes. Bon, on bricole les vitraux, ils sont restaurés, pas forcément à l'identique. Il y a eu des bouches-trous, on a déplacé des médaillons. Mais on ne peut pas en rester évidemment à une seule impression décorative, ce que ressentent tous les visiteurs en entrant dans la cathédrale. Ah, comme c'est beau, comme c'est coloré, comme c'est lumineux, ce bleu, ce rouge, ce vert, toutes les couleurs vont se mettre à miroiter et on est sous le charme d'une ambiance colorée merveilleuse. Est-ce que les vitraux narratifs qui racontent des histoires si savantes, est-ce qu'on peut les limiter à cette sensation agréable, certes, mais malgré tout très superficielle. Donc, on ne peut pas non plus en rester à la seule mystique du verre, le verre qui permet le passage de la lumière. Encore que ce passage de la lumière à travers un matériau engendre aussi une théologie de l'incarnation à part entière. Donc la théologie de la virginité de Marie, puisque le verre reste vert, mais permet néanmoins à la lumière divine de passer à travers. Alors, on est encouragé à chercher un programme à Chartres par Sugère. Sugère a écrit, beaucoup écrit. Ça, c'est la grande différence, évidemment, avec Chartres. On n'a pas conservé d'écrit du temps de la construction. Sugère note scrupuleusement tout ce qu'il fait, combien il dépense, qu'est-ce qu'il a rencontré, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a réalisé. Et donc, ces écrits sont évidemment très précieux pour se rendre compte qu'évidemment, Sugère ne fait pas n'importe quoi et qu'il a un plan d'ensemble dans la reconstruction de Saint-Denis, en passant du chevet à de la façade occidentale au chevet, avec une installation des vitraux qu'il décrit sommairement, mais enfin, il indique quand même assez clairement les messages qu'il inscrit dans ses vitraux. Et donc, on peut même dire que l'essentiel de la pensée de Sugère passe par le vitrail. Je vous invite à consulter les ouvrages de La Nuée Bleue, en particulier celui sur Saint-Denis, où tout cela est bien exprimé. Alors, venons-en aux ensembles vitrés. Bon, les ensembles vitrés, on l'a dit, sont plus fragiles et c'est vrai que très peu nous sont parvenus dans leur totalité initiale. Mais néanmoins, on sait que dans les pays rhénano-mosans, Arnstein sur la Lanne, Soest avec la pensée de Rupert de Dust, Arnstein aussi avec les 5 verrières typologiques, bon, présentent des programmes tout à fait intéressants. Plus proche, peut-être Canterbury. Il a toujours passé par Canterbury. Canterbury, c'est la sœur de Chartres, dans un autre univers, mais néanmoins réalisé dans les mêmes périodes et sans doute avec les mêmes artistes. En tout cas, il y a beaucoup de relations entre l'Angleterre et la France, ne serait-ce que avec la personnalité de John Salisbury, par exemple, qui est évidemment anglais, mais qui va être évêque de Chartres, tout en ayant été secrétaire de Thomas Becket. Donc, la pensée circule et la frontière qu'aujourd'hui l'Angleterre veut mettre avec le continent est une réalité un peu récente, parce que les échanges ont toujours été très nombreux. Mais à Canterbury, Madame Caviness, Madeleine Caviness a très très bien montré, grâce à de nombreuses sources écrites, évidemment, elle a eu plus de chance aussi que les Chartrains, il était possible de reconstituer un programme dans sa totalité. Mais le programme a été modifié en cours de construction, reconstruction, agrandissement, tout est déplacé, et à vrai dire, c'est un peu curieux, le programme qu'elle perçoit grâce au texte n'est pas visible dans la cathédrale de Canterbury parce que tout a été bouleversé, à part la chapelle, la Corona, qui présente toutes les verrières de Thomas Becket, mais précisément à cause de ces verrières de Thomas Becket, on a été obligé de repositionner la plupart des autres verrières. Donc il y a une cohérence initiale qui est voulue par les moines et qui est attestée. Alors, à Chartres, ce ne sont pas des moines, c'est des chanoines, mais on sait quand même que ces chanoines brillent justement par une pensée très, très développée et qui laisse des traces aussi dans des écrits, mais non, ce n'est pas
le rapprochement n'est pas aussi facile à faire que pour Canterbury. Alors, on a beaucoup d'ensembles perdus. Et ça complique évidemment notre approche. Les vitraux du Mans, réalisés sur un temps très long. On peut penser que ceux de Chartres ont été réalisés sur un temps très court. Donc, les vitraux, il y a quand même des principes d'organisation. Il y a une thèse qui vient d'être faite sur les vitraux du XIIIe siècle de la cathédrale du Mans de Maria Goddelskaya, qui est assez intéressant, qui est très intéressante justement, qui montre que tout ça s'organise en fonction de référents de principes multiples, principe marial, principe pontifical, typologique, topographique, liturgique, relique, usage processionnel, narratif, les donateurs, la prédication. Il faut évidemment ne pas avoir l'esprit trop sec. Il y a énormément de facteurs qui contribuent à cette globalité. Il y a beaucoup de petites rivières, de petits ruisseaux qui se croisent, qui se perdent. C'est pas tout à fait la logique cartésienne encore. On est dans une logique très associative, très spéciale, très spéculative, on pourrait dire, de ce Moyen Âge. À Angers, on a perdu on ne reste que le vitrail de l'enfance, mais on avait un gros programme avec Hugues de Chablancé. Et donc, les Verrières de Sainte-Catherine, la Dormition, sont d'une autre époque, pourraient aussi faire partie d'un programme. À Poitiers, on sait qu'il y a l'influence de Gilbert de la Porée, avec au nord des récits vétérotestamentaires et au sud des récits du Nouveau Testament. Il n'y a guère que la verrière centrale aujourd'hui qui soit vraiment lisible, plus que remarquable. À Châlons, en Champagne, on a un programme aussi vraisemblable avec la Passion, l'enfance, l'invention des reliques de Saint-Étienne. Saint-Remy de Reims, la personnalité de Pierre de Selles, si importante. On a tout un programme du cortège des apôtres et des prophètes autour de la Vierge qui est situé dans l'Axe, un cortège des apôtres et des prophètes prolongé par les archevêques et les rois. Tout ça est très hiérarchique et très organisé. À Troyes, vers 1200, on a aussi un pulse qui est partiellement reconstitué, les travaux de Sylvie Balcon qui sont très intéressants. À Bourges, il y a eu beaucoup de perturbations, mais on a quand même un programme de verrières narratives assez intéressant. Alors, on se perd un peu pour trouver le plan à Bourges, on n'a pas vraiment trouvé, mais par contre, dans la nef, on est certain que les fenêtres hautes se déploient en fonction de cette ordonnance Ancien Testament au nord, Nouveau Testament au sud. Alors, revenons à Chartres. À Chartres, le plus grand ensemble conservé est paradoxalement celui où le programme serait le moins évident. Alors, il est quand même, c'est un peu l'ironie du sort, puisque une telle homogénéité dans le temps, il n'y a guère que la chapelle Vendôme, mais il y a des verrières ensuite qui ont été déplacées ou supprimées, mais peu de lacunes, peu de destruction. Les restaurations récentes ont montré une très belle authenticité de tous ces vers qui datent effectivement fin 12e, début 13e. Il y a eu des grands historiens de l'art comme Rackham qui a vraiment opposé le désordre chartrain à l'ordre de Canterbury. Bon. Enfin, évidemment, il a fait l'affaire de Cavinès, mais pour Chartres, il nous a enfoncés dans un désordre total. Bon. Alors, Louis Godrecky, qui est notre maître, qui a initié toutes ces recherches sur le vitrail en France, Louis Godrecky, qui pourtant a fait un merveilleux ouvrage sur Saint-Denis, qui avait une connaissance parfaite de la pensée de Sugère, ne voit pas grand-chose pour Chartres. Sinon, l'amorce d'un programme, il dit pour les verrières basses, on ne constate que quelques ordonnances iconographiques dans la chapelle centrale dédiée aux apôtres, et dans une certaine mesure dans la nef, aux fenêtres de la dernière travée du collatéral le plus proche du transept, les verrières 37 et 38 aujourd'hui, rédemption face au miracle de Notre-Dame. Ces deux verrières, dit-il, correspondraient à une amorce de programme. Elles étaient en tout cas à la proximité d'hôtels particulièrement importants. Et donc, on a effectivement un croisement entre la liturgie et l'organisation iconographique. C'est dans l'ouvrage du recensement. Et il prolonge un peu ses jugements. Il y eut peut-être à l'origine, dit-il, au début des travaux, un programme, il y eut peut-être, qui prévoyait du côté nord de la nef les représentations de l'Ancien Testament, en commençant par l'histoire de Noé, puis Joseph, puis la rédemption typologique.
bon, mais il ne voit pas très bien pourquoi il y a Lubin, Nicolas et Eustache. Et au sud, un cycle consacré au Nouveau Testament, incluant les récits de Saint Jean, Marie-Madeleine, la glorification, le bon samaritain. Là, c'est un peu plus simple du côté sud, mais, dit-il, ce programme fut très vite abandonné quand on passe à la vitrerie du cœur. Grodecky justifie la place de certaines verrières et l'ordonnance de la chapelle d'Axe, mais à part cela, les thèmes précis de la vie des saints se répartissent un peu au hasard. Et le mot est lâché et il fait beaucoup de mal parce que voilà que grand Grodecky ne voit pas grand-chose d'organisé à Chartres. À Chartres, dit-il, il semble que le seul hasard ait présidé au choix des vies de saints représentés dans les verrières. Pourquoi le même saint occupe-t-il parfois jusqu'à 3 verrières, Saint-Nicolas, bien. Pourquoi dans une chapelle telle légende est-elle rapprochée de ses choix ou de ses groupements? C'est un jugement qu'il a porté en 1958, mais il n'a guère changé depuis cette époque-là jusqu'à sa mort. Alors, nous ne connaissons pas le nom des ou du concepteur de Chartres, comme on peut connaître le nom de Sugère à Saint-Denis. Mais peut-on se résoudre à croire que les chanoines, théologiens, les bâtisseurs aussi, aient laissé se faire une cathédrale dans sa partie la plus brillante, la plus spectaculaire, la plus onéreuse aussi, laisser se faire à ce moment-là selon les lois du hasard ou les seules pressions locales. De Laporte en était arrivé à dire que c'était les corporations qui avaient décidé du choix de tel ou tel vitrail. Un peu faible aussi quant à l'organisation. Il faudrait que les chanoines abdiquent complètement toute leur autorité pour laisser faire, encore une fois, des intérêts particuliers relativement mercantiles. Bon, comment justifier par ailleurs le décalage entre la rigueur des programmes sculptés et qui sont érudits et pédagogiques, après ce qu'a dit Katzenelnbogen, et le flou donc du programme vitré chartrain. On a quand même tout ce contexte, j'ai parlé au début des contextes intellectuels, à Chartres il est très précis, cette école de Chartres peut s'enorgueillir d'esprit de synthèse. Tout à fait, c'est Richard William Southern qui insiste beaucoup sur la grandeur de cette école, qui, bon, il ne faut pas la localiser trop, c'est un rassemblement intellectuel de grands esprits qui parfois sont à Chartres, parfois ne sont pas à Chartres, mais qui développe une théologie qui fait beaucoup de crédit à la nature, qui fait beaucoup de crédit à cette aventure de l'incarnation et qui n'est pas portée, comme les mystiques, peut-être les moines, à une transcendance trop grande. Donc, on a des très beaux écrits de Thierry de Chartres, de Guillaume de Conches, de Jean de Salisbury, de Pierre de Selles. À vrai dire, on ne manque pas d'écrits. Ils occupent pas mal de colonnes dans la patrologie latine de Migne. Donc, chaque verrière, par ailleurs, quand on regarde chaque verrière, indépendamment d'un programme d'ensemble, chaque verrière est un chef-d'œuvre de composition, de clarté, d'organisation des médaillons, qui évidemment sont organisés suivant une logique narrative très stricte. Il ne s'agit pas de consommer les 3/4 des médaillons pour des détails du début de l'histoire et puis de bâcler la fin de l'histoire en quelques médaillons. Donc, tout ça est très savamment dosé, réparti, très grande maîtrise. Alors, quand tous ces critères sont réunis, il faut bien sûr penser aussi à la liturgie et les lectures quotidiennes. Ça, de Laporte l'avait très très bien montré, combien toutes les lectures des chanoines, lectures quotidiennes du bréviaire, des offices du cœur, nourrissaient évidemment, nourrit cette création iconographique. Connaissance de la patristique. Alors, évidemment, nous sommes très démunis parce qu'il faut lire ça en latin. J'avoue que c'est quand même très difficile de lire un sermon de Pierre de Selles, ça demande un petit peu de temps. Donc, on a perdu, tant que ça ne sera pas traduit, on n'a pas vraiment un accès facile à toute cette littérature. Peut-être qu'avec les offices du cœur, on pourrait quand même se plonger un peu plus dans la vie des saints, dans les rapprochements qui sont faits entre hagiographie et christologie. Alors, il faut donc se plonger. Par exemple,
si on regarde un vitrail, par exemple, le vitrail de Saint-Jean, donc pour nous, c'est déroutant. C'est pas facile de comprendre la manière de penser des chanoines, ou en tout cas des concepteurs du XIIe, XIIIe siècle. Et il faut un vitrail de Saint-Jean. Nous, on s'attend évidemment à un vitrail avec l'évangile de Saint-Jean. Bon, on signale qu'il a écrit l'Apocalypse, mais ce n'est pas du tout de cela dont on va traiter dans le vitrail, puisque c'est le récit hagiographique de sa vie et de la fin de sa vie, un peu mystérieuse, puisqu'il est censé ne pas mourir. Et donc, le rapport, évidemment, n'est pas évident, et il faudrait là encore se plonger dans la légende dorée pour comprendre le sens de ce vitrail. Mais en fait, on raconte la légende dorée pour une autre raison, qui est effectivement de positionner le grand Saint Jean, celui qui est témoin, qui est au pied de la croix, celui qui accueille Marie dans sa maison, celui qui écrit un évangile, mais de cela, il n'en est absolument pas question dans le vitrail proprement dit. Donc, on est toujours obligé de procéder par ricochet, par rebond. Une chose fait penser à une autre chose. Et donc, il y a toujours une superposition des thèmes. En fait, déjà dans la méthode de lecture et la méthode d'interprétation du Moyen-Âge, on est toujours soumis à un passage d'un niveau à un autre. Il y a un niveau littéral, mais le niveau littéral qui doit être lu strictement, il s'agit de ne pas changer aucune des lettres. Hein. La lettre, c'est la lettre. Il ne faut pas refaire le texte sous prétexte qu'on voudrait faire dire autre chose. Donc, il y a une lecture littérale rigoureuse, mais cette lecture littérale ne dit rien. Il faut une lecture allégorique, une lecture typologique, donc qui va établir des correspondances, qui va dire ce que vous lisez là signifie autre chose. Par exemple, on parle d'une barque dans l'Évangile, on va expliquer que c'est pas la barque en tant que barque qui compte, parce que ça n'a pas d'intérêt, mais c'est la barque en tant qu'image de l'Église. Donc il y a toute une lecture typologique qui établit des correspondances. Et puis ensuite, il y a une lecture tropologique, c'est-à-dire une lecture qui va toucher les comportements. On ne comprend bien cette histoire que si on monte dans la barque, c'est-à-dire si on rentre dans la vie de l'Église et si on se met soi-même à pêcher, non pas des poissons bien sûr, mais des hommes. Donc cette lecture des comportements, la lecture trop, c'est la manière de se tourner, de bien se tenir, de se tourner vers le soleil, donc de traduire, d'appliquer ce qu'on a lu à la lettre, ce qu'on a interprété d'un point de vue de correspondance typologique, il faut l'appliquer dans sa vie concrète. Et puis, ces trois lectures littérales, allégoriques et tropologiques débouchent sur une lecture d'un quatrième niveau, qui est la lecture mystique, qui est la jouissance proprement dite du sens plein et définitif de ce qui a été écrit matériellement, de ce qui est interprété, de ce qui est actualisé et qui permet d'en avoir à ce moment-là une pleine connaissance. Donc les sermons permettent toujours de passer du littéral anecdotique à l'application tropologique. Donc, un peu l'impasse souvent sur le sens typologique, mais évidemment, un sermon n'est pas une leçon d'archéologie en disant comment ça s'est passé, le bateau mesurait tant, il y avait tant de choses, etc. Même si Hugues de Saint-Victor, qui va interpréter l'Arche de Noé, va interpréter l'Arche de Noé d'un point de vue symbolique. Les mesures de l'Arche de Noé, évidemment, si on les applique pour faire un bateau, il y a peu de chances que ce bateau flotte sur l'eau. Mais par contre, toutes les mesures ont une portée symbolique parce que ces mesures signifient les proportions humaines, les proportions du temps dans le plan de Dieu. Donc, il s'agit effectivement de se mettre dans cette lecture symbolique, dans cette approche symbolique qui travaille par correspondance, par rapprochement et qui, du coup, permet d'avoir une perception du sens, pas tellement ce qui est montré d'ailleurs, mais ce qui est montré, plus l'interprétation qu'on ne montre pas, plus l'application dans la vie. Voilà, donc il faut se remettre dans l'ambiance en fait du Moyen-Âge, et tous les auteurs du Moyen-Âge écrivent des commentaires. Voilà, on réécrit des commentaires. Alors indéfiniment, on va refaire un commentaire de la Genèse, on refait un commentaire des Évangiles, on refait un commentaire de l'un ou l'autre passage des Écritures, et Pierre de Selles ne s'en prive pas, bien sûr, avec chaque fois une très grande facilité à répéter ce qui a déjà été dit, parce qu'il faut s'ancrer dans la tradition, mais en même temps on rajoute des choses nouvelles, et c'est ainsi que la science progresse. Donc l'interprétation n'est jamais systématique, l'interprétation n'est jamais définitive. En particulier, c'est une interprétation qui fait bon ménage avec des contradictions.
avec des paradoxes, avec des choses absolument incompatibles. Et donc, c'est une interprétation très suggestive. Et il ne faut surtout pas durcir cette organisation, ce plan, cette structure. Elle souffre de nombreux aménagements et il faut se mettre évidemment dans l'ambiance de ces subtilités typologiques tout à fait inattendues. Parfois, on rapproche des éléments très étonnants. On peut d'ailleurs rapprocher différemment. Par exemple, Isaac qui porte son fagot, ça peut être Isaac, l'image du Christ qui porte sa croix, mais ça peut être aussi l'image justement du sacrifice d'Abraham, mais qui n'a pas eu lieu. Donc, il y a plusieurs occurrences qui peuvent apparaître. Alors, je vous propose, pour concrétiser davantage cette organisation, d'envisager, alors c'est évidemment un peu difficile d'envisager la totalité du paysage chartrain, mais ce plan qui a circulé, qui est coloré, moi je l'ai complété avec des petits noms, des numéros, des choses comme ça. Bon, du coup, il devient totalement illisible, évidemment. Mais l'idée, c'est d'avoir une vision d'ensemble de toutes ces verrières, donc de la nef, du transept et du chœur. Alors, il y a plusieurs principes d'analyse qui peuvent nous guider. Il y a le premier principe, c'est l'opposition gauche-droite. L'Église est orientée, comme très souvent au Moyen-Âge, et donc cette opposition gauche-droite se redouble d'une opposition nord-sud. Il se trouve que le nord est à gauche, sinistra, bon, c'est la partie la moins agréable, la partie septentrionale, plutôt froide, peu lumineuse, exposée aux intempéries et opposée à la partie sud, méridionale, qui elle est ensoleillée, qui est joyeuse. Donc il se trouve que notre corps humain exprime cela naturellement, la partie gauche et la partie droite. Il est évident qu'il ne faut pas couper le corps humain en deux pour ne garder que la partie droite, que la partie lumineuse. C'est le rêve de tous les constructeurs d'avoir une maison qui ne serait qu'au sud. Dans une maison, il y a un côté nord et un côté sud, et il faut chaque fois conjuguer ces deux aspects opposés, mais qui sont néanmoins indissociables. Alors, on reprendra très souvent ce côté gauche, donc qui ici est en haut du schéma, puisque j'ai mis l'est à droite, dans la mesure où on va de la gauche vers la droite, on rentre par l'ouest et on va vers l'est. Il y a toute une expérience anthropologique des 4 points cardinaux quand on est dans une église, et donc on résout en particulier cette opposition gauche-droite par une marche en avant vers l'est. Et donc, on va d'ouest en est. Le mouvement d'ouest en est est plus un mouvement de fin du jour, l'ouest avec l'Occident, donc la mort, l'Occidéré, la chute du jour, et puis l'est, Orientour, ce qui se lève, ce qui apparaît, donc le lever du soleil, et qui est le moment de la résurrection. Il se trouve qu'on rentre dans une église en général le soir, en tout cas que les grands offices liturgiques ont lieu la nuit. Il nous reste encore la vigile pascale, la messe de minuit, etc. Mais les moines sont très actifs pendant toute la nuit, prient longuement durant des nocturnes et autres prières qui se font dans la nuit, dans une ambiance un peu ténébreuse et terrible. Et puis voilà, on est là, et il faut avoir vécu cette expérience pour comprendre ce qu'est un lever de soleil à l'intérieur d'une église. On est là quand le soleil se lève, les premiers rayons du soleil qui vont embraser le chevet de l'église, et à ce moment-là, ce sont les laudes, alléluia, on chante, on célèbre le matin de Pâques, la résurrection. Donc d'ouest en est, c'est un cycle, on part de la mort, et on arrive à la vie, et non pas le contraire. Nous, on est plutôt sur une méthode, une conception de la vie d'abord, et puis on termine par la mort. Alors, effectivement, c'est un échec. Mais là, ils sont plus malins. Ils commencent par la mort, le problème, et ils essayent de le résoudre par ce retour, cette résurrection, ce retour de la vie. Donc, d'ouest en est, un cycle, mais par contre, nord-sud,
les nord et le sud ne s'échangent jamais. Le nord reste toujours nord et le sud reste toujours sud. Et on ne résout cette contradiction très écartelante, très tragique d'ailleurs, qu'en avançant. C'est parce que j'avance d'ouest en est, en tenant dans ma main gauche le nord et dans ma main droite le sud, que je résous cette opposition fondamentale de la mort et de la vie. Le nord, c'est la mort, le midi, le sud, c'est la vie, mais c'est une opposition, alors que d'ouest en est, c'est une réconciliation, c'est un cycle, quelque chose qui est circulaire. Voilà, donc on gardera très présent à l'esprit cette orientation fondamentale de l'Église. Une orientation, le mot là est très juste, puisque c'est vers l'Orient. Malheureusement, aujourd'hui, on utilise toujours le mot orientation, mais avec une boussole qui nous indique le nord, donc ça n'a absolument aucune valeur symbolique et aucun intérêt théologique. Bien sûr qu'il ne faut pas perdre le nord, comme on dit, mais par ça, ça n'a pas beaucoup de vertu. Alors que tous les plans du Moyen-Âge, toute la conception du Moyen-Âge est toujours marquée par l'Orient, l'orientation et bien sûr la direction du soleil levant, plus d'ailleurs que la direction de Jérusalem, qui est accessoire. On est un peu différent des musulmans qui, eux, sont axés vers la Mecque. Alors, quel que soit l'endroit du monde, ils vont tourner autour du centre de la Mecque, tandis que les chrétiens, quel que soit l'endroit du monde, même quand ils sont en Orient, s'orientent toujours vers l'Est et donc tournent le dos à un moment donné à Jérusalem, alors que nous, évidemment, on a l'impression d'être à peu près dans la direction de Jérusalem, mais c'est une fausse piste que d'envisager cette thématique de Jérusalem quand on parle de l'orientation. Alors, on va doubler. Donc, j'ai déjà indiqué beaucoup d'éléments du programme. J'ai indiqué que l'ouest c'était la mort, que l'est c'était la vie, nord aussi la mort et le sud la vie. On va doubler un peu ces organisations avec l'installation de l'Ancien Testament plutôt au nord, Nouveau Testament plutôt au sud, ce qu'on voit dans de nombreuses églises, ce qui est perceptible à Chartres avec les portails, le portail septentrional qui est plutôt lié à l'Ancien Testament, le portail méridional qui est plutôt lié, qui est davantage lié au Nouveau Testament, même si on a la dormition de la Vierge, le couronnement de la Vierge au nord. Pressuire a bien montré qu'il y avait là un glissement du programme, mais ça reste quand même la dominante nord est quand même particulièrement visible avec tous les personnages de l'Ancien Testament, tandis qu'au sud, on a tous les apôtres et les personnages de l'Église militante. Donc voilà, donc cette opposition à l'intérieur du cosmos, essentiellement gauche-droite d'ailleurs, et puis début et fin. Un autre principe, c'est le principe de contiguïté. Le sens jaillit de l'association de plusieurs thèmes. Et les motifs s'appellent les uns les autres par association, par rapprochement. Donc on a des affinités, on a des grappes, on a des regroupements thématiques en fonction de la liturgie. Bon, c'est sûr que pendant le temps du carême, on a un ensemble de thèmes qui sont pas forcément liés d'un point de vue chronologique, mais qui vont être regroupés parce que c'est l'ambiance du carême ou l'ambiance de l'Avent. Par contre, le moment de Pâques va regrouper d'autres thèmes qui pourraient aussi apparaître peut-être pendant le carême. Bon, il y a des regroupements qui sont parfois qui sont variables d'ailleurs, pas toujours constants, mais qui se justifient en fonction du temps liturgique, en fonction d'un thème qui, à ce moment-là, crée des associations, suscite des associations. Ce principe de la contiguïté nuance beaucoup le fonctionnement symbolique binaire. Il y a donc une très grande souplesse des associations, en mettant par exemple Noé, Lubin, Eustache, Joseph, Nicolas et la Passion typologique. On va voir que ces verrières sont les unes à côté des autres. Pas évident de voir quel est le lien de contiguïté, le lien de continuité de l'une à l'autre. Et pourtant, il y en a un parce qu'on les a mises ensemble de ce côté-là. Alors bien sûr, c'est du côté nord, opposition au côté sud, mais à l'intérieur du côté nord, on a un autre principe qui serait plutôt la contiguïté. Alors, le principe fondamental, j'en ai déjà parlé, est toujours celui de la typologie explicite ou implicite. C'est vraiment une pensée des correspondances. Le sens surgit d'une articulation, d'une correspondance, d'une mise en relation. La pensée, c'est comme le pèlerin, c'est comme celui qui marche. Elle avance par une succession de rapprochements, parfois complémentaires, parfois contradictoires. Et donc, il faut se plonger dans cette pensée symbolique, la prégnance d'une pensée symbolique qui cherche à lier les parties disparates hétérogènes en un tout homogène. Ce n'est pas parce que les parties sont disparates que le tout ne va pas être homogène.
C'est ça la force du symbole, c'est de rapprocher des choses qu'on n'aurait jamais eu l'idée de rapprocher autrement que par cette puissance symbolique, cette puissance d'une pensée qui cherche le lien avant de vouloir les oppositions, les distinctions. Donc, très différent d'une raison déductive cartésienne, une raison abstraite a priori, c'est plutôt un cheminement inductif de rapprochement, de rencontre et un cheminement finalement assez empirique. Alors, voilà, je vous propose des petites séquences de 45 minutes. Je pense que c'est déjà beaucoup pour l'attention, bien que dans le cours on fasse 1h30, mais il y a peut-être d'autres moments de détente. Et je continuerai donc en attaquant cette fois-ci verrière par verrière pour essayer de comprendre pourquoi elles sont ensemble et pourquoi elles forment un tout significatif. Non pas par déduction logique, encore une fois, mais par effet de symbolisation, de parabolisation, finalement de cette pensée très très forte de l'association, du lien, qui est le fondement même de la religion. La religion cherche à établir des liens entre des réalités qui sont opposées, par exemple, pour finir, le lien qui existe entre la mort et la vie. A priori, la mort s'oppose à la vie. Une pensée cartésienne dit la mort, c'est pas la vie c'est pas la mort. Et une pensée symbolique va dire non, la mort est liée à la vie, et la vie dit quelque chose de la mort, et la mort dit quelque chose de la vie, etc. On développera tout ça dans ce merveilleux univers qui est l'univers de Chartres, un des chefs-d'œuvre de la pensée symbolique. À bientôt.